Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Pierre dans son garage présente Olivier Rochon. Bonjour Olivier. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, super. En tout cas, il faisait chaud aujourd'hui. Ah, oh là là, là, faut le dire, on est le Ouais, 26 mai en plein de COVID-19. On ne sait pas canicule. trop quand les gens vont écouter cette vidéo-là, mais en tout cas, c'est un temps assez spécial. Comment tu vis ça, toi, la COVID? La COVID, c'est sûr que ça a quand même affecté ma vie, je pense, comme tout le monde, là, ma Mhm. routine. Mais j'ai quand même, tu sais, au lieu d'aller à l'école, je faisais mes cours en ligne à la maison. Fait que mon horaire pour ça était pas très différent. Ce qui a surtout changé, c'était plus ce qui était travail. Mhm. Je faisais de la suppléance dans les écoles primaires. Je suis aussi animateur pour une maison des jeunes l'été, donc sortie de vélo, camp de jour, puis toutes sortes d'activités extérieures. Puis Ouais. ça pouvait pas être des environnements où je pouvais me permettre, parce que je trouvais que j'avais pas assez de contrôle sur mon environnement. Mes parents m'ont offert de pouvoir habiter en appartement dans la famille familiale ou sous-sol. Fait Mhm. que pour mes études, donc, ils sont plus âgés. Je veux pas prendre la chance de ramener ça à la maison. Ouais. Fait qu'il a fallu que je me débrouille un peu. Pour ce qui est de mes cours de chien, je suis maintenant dresseur depuis ma Ah retraite. oui! Fait que ça, c'est sûr que les cours de groupe, c'est fini, mais je fais des pré-enregistrements de mes cours en ligne sur un groupe Facebook pour le Centre canadien de l'Outaouais. Fait que ça fonctionne quand même relativement bien. Euh, Mais là, t'es où, là? T'es dans quelle ville, là? Parce qu'on s'est même pas Gatineau, demandé ça. Gatineau, Ah, c'est t'es à ça. Gatineau. Gatineau, j'ai été OK. longtemps à Québec, j'ai été 13 ans pour le ski, pour l'entraînement au lac Beauport. Puis là, ça fait 2 ans que je suis retour dans l'Outaouais. Puis là, le COVID, Hmm. ben, j'ai trouvé un nouveau travail pour l'été qui va quand même me garder dehors. Puis je vais faire du paysagement pour un ami. Fait que Ah. ça me limite beaucoup mon interaction avec les autres, malheureusement. Il faut que je sois un peu patient, mais je pense que tout le monde ici en fait preuve. Fait qu'on est tous dans le même bateau. Olivier, pour ceux qui t'es connu évidemment, puis pour ceux qui te connaissent un peu moins, tu as été champion de ski acrobatique. C'est ça, exactement. Donc avant de dire tout ce que je viens de dire, j'étais skieur. Fait que Tu étais skieur, mais j'étais avant skieur. d'être skieur, tu as Avant d'être été. skieur, j'étais gymnaste. Ben oui, mais Ouais, commençons par le début, là. Là, ouais, j'ai vu, parce que je te fais remplir un petit formulaire avant l'entrevue, là, j'ai appris que tu es né en Roumanie, à exactement. Bucarest. Parce que là, Olivier Rochon et la Roumanie, le nom, ça ne fit pas, là. Qu'est-ce qui Non, s'est passé? c'est ça. Dans le fond, moi, je suis né en Roumanie. J'ai été adopté à l'âge d'1 an et demi environ par des parents québécois. Mais mon nom à la naissance était Théodore Dumitrescu. Donc, c'est quand même très différent. Mes parents ici adoptifs ont quand même gardé le Théodore. Donc, euh, quand j'allais à l'école primaire, secondaire, puis en grandissant, c'était Olivier Théodore Rochon. Mais ce qui était un OK. peu agaçant pour moi, c'était qu'à l'école, quand on prenait présence, ils utilisaient mon nom du milieu, ce que je trouvais très Ah, bizarre parce que personne m'appelle Théodore, mais on dirait que les professeurs, à ce moment-là, c'était celle-là qui voulaient dire. Mais fait que finalement, je l'ai fait enlever, mais je l'ai juste fait enlever tu sais, comme de la liste des noms puis tout ça. C'est encore mon nom officiel sur mon passeport. Donc, on garde ça, toujours une petite pensée pour mes origines. OK, donc, adopté à 1 an et demi, tes parents te ramènent au Québec tout de suite? Oui. OK. Et là, tu t'habites où? Tu te retrouves où? Donc, quand mes parents sont venus me chercher, c'était quand même assez compliqué les procédures qu'ils ont dû faire parce que dans ce temps-là, c'était encore sous la dictature. Donc, c'était assez compliqué. Ils ont réussi quand même à me faire revenir au Québec. Donc là, j'ai habité à Gatineau. J'ai grandi à Gatineau jusqu'en secondaire 3. Donc là, ensuite de ça, ben, en grandissant à cet âge-là, j'étais gymnaste. Tout de suite, mes parents, quand je suis arrivé, ils ont vu que j'étais un petit énervé. Là, je courais à droite puis à gauche, je montais dans les arbres. Tu sais, j'étais vraiment excité. Puis, effectivement, ben, j'ai eu un diagnostic de TDAH. Donc, ça a été quand même l'école en tant que telle, pour moi, ça a été assez difficile, primaire, secondaire. Ouais. Euh, puis au primaire, c'était quand même pas si pire. On voyait que j'avais de la difficulté, tu sais, en mathématiques, en français, l'orthographe, mais j'étais quand même pas pire, tu sais, dans tout ce qui était un peu plus euh, physique.
sciences, tout ça. J'adorais ça. L'histoire aussi, la géographie, c'était tous des sujets qui m'intéressaient beaucoup. Mais tout ce qui était orthographe et mathématiques, j'avais beaucoup de misère à rester concentré en classe. Puis je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent peut-être se sentir de la même façon, justement, à l'école. Fait que pour moi, le primaire, ça a été une bonne expérience. Mes parents m'ont beaucoup aidé. Ma mère était assise à côté de moi, puis mon crayon est tombé à terre 25 fois pendant les 2 heures que je faisais des devoirs qui normalement devaient prendre une demi-heure, 40 minutes, peut-être. fait que c'est sûr que ça a été difficile. Au secondaire, ça s'est un peu amélioré. C'est sûr que là, mon évolution sportive continuer en même temps que mon évolution académique. Ouais. Donc, j'étais sport-études. Dès que je suis arrivé au secondaire, j'étais allé en sport-études gymnastique à Hull, à l'école de Lille. Puis là, je m'entraînais à Ottawa à ce moment-là. Fait que, tu sais, j'allais à l'école le matin. L'après-midi, moi, mes cours de gym étaient à 4h30. Fait qu'il fallait quand même que je reste à l'école. Je faisais mes devoirs. Après ça, je prenais mon vélo quand c'était pas l'hiver, puis j'allais jusqu'à Ottawa pour m'entraîner pendant 4 heures jusqu'à 8h30. Hey! Je revenais à la maison à 9h, je soupais. Puis je me couchais, puis on recommençait ça. Fait que si j'avais pas fait de gymnastique puis autant de sport à cet âge-là, tu sais, l'école, ça aurait été très difficile pour moi, je pense. Donc, tes parents t'ont aligné parce que les parents ils sont pour quelque chose à cet âge-là. Ouais. Ils t'encouragent parce que il y a comme vraiment pas le choix. Puis là, la gymnastique, c'est pas commun comme sport. Non, c'est pas super commun. T'as pris ça haut en partant, là, la gymnastique. T'aurais pu t'en aller au hockey. Tu sais, c'est super genré ce que je dis, là. C'était stéréotypé, là, mais qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé dans un... T'as pas trop... t'as raison, je te dirais, parce que quand j'étais jeune, mes parents, ils m'ont mis en gymnastique, oui, mais ils m'ont mis en soccer, ils m'ont mis en hockey, ils m'ont mis en vélo de montagne, ils m'ont mis en natation. OK? Fait que je faisais comme 5 sports là, quand je grandissais comme enfant, mettons. Là. Mais tranquillement, il y a eu un effet entonnoir où on a arrêté certains sports, puis on s'est concentré tranquillement vers mes meilleurs sports dans lesquels j'étais. Puis pendant quand même quelques années, je faisais de la gymnastique, du hockey et du ski de boss, dans le fond, les fins de semaine. Donc, j'ai commencé pour le Camp Fortune ici en Outaouais. Puis ensuite de ça, j'ai continué dans les Laurentides pour le Mont-Saint-Sauveur. Puis, ce qui est le fun, c'est que ma génération, c'est la même génération de Michael Kingsbury, puis Philippe Marquis, puis toute cette gang-là. Fait que j'ai grandi en faisant du ski de boss les fins de semaine, parce avec eux, qui étaient pour d'autres clubs des Laurentides. Puis après ça, on a pris nos chemins séparés, parce que moi, à ce moment-là, le ski, c'était plus comme pour le fun, avec mes parents qui sont skieurs la fin de semaine. Je m'entraînais pas vraiment aussi sérieusement que les autres, mais j'étais tout le temps dans les top 5, mettons. Là, fait qu'on voyait quand même que j'avais un potentiel en ski aussi. Mais mon potentiel de saut était meilleur que mon potentiel technique de boss. Donc là... c'est ça aussi que je veux... Là, on va peut-être en revenir à la gym tantôt, mais c'est pour ça que je veux qu'on se sépare. J'ai fait un peu de recherche là-dessus. Là. Ski acrobatique, ça inclut beaucoup de choses. Là. Ouais. T'as la bosse, t'as le saut. Il y a 5 disciplines. Il y a le ski acrobatique saut, ce que moi je faisais. Le ski de boss, comme Michael Kingsbury. Il y a le slopestyle, qui est une nouvelle discipline olympique. Il y a la demi-lune, le half-pipe, si on veut dire en anglais. Et il y a le ski cross. OK. Puis toi, go pour le saut. Pendant longtemps, le hockey, j'ai arrêté après Atome. Après ça, je suis pas très grand, hein, je fais 5 et presque 5 et 5, mettons, on va dire 5 et 5. Tu sais, j'étais pas très grand, j'étais rapide, mais à ce moment-là, c'était encore un peu là, tu sais, faut être grand puis fort au hockey, puis même à la tombe, ça commence à être assez compétitif, puis ma mère, elle voulait pas que je me blesse. Donc, on a arrêté le hockey. Puis ça me dérange pas trop parce que j'avais encore la gymnastique et le ski. Puis ça t'a pas empêché de te blesser à gymnastique? Non, c'est ça. Des blessures, là, j'ai une longue liste, là. Fait que ça a été vraiment, tu sais, tranquillement, ça s'est fait. On arrête ça, on continue, puis on arrête ça. Puis pendant longtemps, j'ai cru que mon rêve olympique allait être réalisé à travers le sport comme la gymnastique. Parce qu'en gymnastique, j'ai fait... parce que toi, t'avais un rêve olympique, là. Oui, le rêve olympique, il a commencé relativement tard, je te dirais. La première fois que j'ai entendu parler des Olympiques vraiment d'une façon où j'ai pu faire une certaine
connexion avec cette compétition-là, c'était en gymnastique. Quand on a commencé à avoir des meilleurs entraîneurs qui venaient d'outre-mer, après ça, l'équipe nationale, l'équipe de développement, puis j'avais réussi à me rendre sur une liste où j'étais en 2006, j'étais espoir pour les Olympiques de 2012. Donc, tu sais, ça veut rien dire, mais ça veut dire qu'ils t'ont quand même mis sur, tu sais, comme ils t'ont à l'œil. Fait que ça m'encourageait, puis pendant longtemps, c'était ça. Puis j'ai quand même eu seulement quelques blessures majeures en gymnastique. Peut-être, tu sais, je me suis cassé une cheville, puis je me suis cassé les 2 poignets, mais ce qui a arrêté ma carrière, c'était mes poignets. Puis malheureusement, c'est sûr que c'était plate, mais je devais prendre un choix. Puis, dans le fond, c'était pas une chute. Je suis pas tombé, ça a cassé. C'était vraiment juste l'usure. Parce qu'en gymnastique, les poignets, on est tout le temps sur nos poignets. J'avais des fractures de stress dans les plaques de croissance. Puis, un de mes os s'était rendu trop long. En tout cas, ça bloquait. Il y avait plus rien qui se passait dans les poignets. Fait qu'ils m'ont donné une option de faire une opération pour les 2. Fait que c'était 6 mois dans le cadre, 6 mois de réhabilitation, puis 1 an à revenir dans mon sport. Fait que je perdais 2 ans, puis j'avais 16 ans à ce moment-là. Fait que, tu sais, de 16 à 18, dans une carrière de gymnaste, c'est pas mal fini, là. Tu sais, puis il garantissait pas. C'est un sport qui est très demandant physiquement, là. Tu sais, on pense que tu cours sur un tapis, puis tu fais des spins, là, mais c'est beaucoup plus que ça, là. Ah oui, c'est de la persévérance, puis c'est de la répétition, c'est un sport répétitif. C'est sûr que c'est peut-être un peu moins créatif qu'un sport comme le cirque, qui est pas nécessairement non plus un sport de compétition, mais une base de gymnastique peut être utile dans pas mal tous les sports qu'on connaît, je pense. Puis c'est sûr que quand j'ai dû arrêter, ça a été difficile de prendre cette décision-là, mais j'avais quand même quelque chose d'autre sur quoi me rattacher. J'avais en 2006, j'ai pris ma retraite, mais j'ai aussi été recruté par Nicolas Fontaine. Parce que là, Nicolas Fontaine, il y a eu un budget pour faire un recrutement d'une nouvelle équipe qui allait suivre après l'équipe de Vancouver qui prenait sa retraite. Fait qu'ils sont allés chercher là, à peu près une quinzaine d'athlètes acrobates, gymnastique, trampoline et cirque. Puis de cette quinzaine d'athlètes-là, je suis le seul qui s'est rendu aux Olympiques. Avec Travis Garrett. Donc, on est les 2 seuls. Travis Garrett, lui, il a arrêté un an avant moi, mais lui, il a participé aux Jeux de Sochi. Moi, j'ai participé aux Jeux de Pyeongchang. Et Sochi, en passant, tu aurais pu si tu n'avais pas été blessé, je pense. Oui, c'est ça. Je me suis déchiré le ligament croisé du genou gauche une semaine avant de partir pour ma saison en skiant de la poudreuse. Donc, c'était même pas en plus, Olivier... Dans une piste verte, je voudrais juste ajouter dans une piste verte. Donc, je veux ajouter que c'était une piste facile parce que ça peut arriver à n'importe qui. Moi, je fais du ski depuis que j'ai 3 ans, puis une piste verte, il y avait une petite bosse qui avait l'air le fun. J'ai sauté, j'ai perdu l'équilibre. Puis il fallait aussi que j'ai vécu avec le fait que je portais mes skis de saut puis pas des skis de poudreuse. Fait que c'est sûr qu'il y a certaines choses qui ont fait que ça m'a pas aidé, mais aussi imaginez-vous pas que j'étais en train de sauter une falaise, là, je descendais une piste facile, donc j'ai perdu l'équilibre tout bêtement, puis ça arrive très vite. Pourquoi le saut à ski? Parce que tu aurais pu choisir les bosses aussi, non? J'aurais pu choisir les bosses. L'équipe du Québec, ça faisait deux hivers où ils montraient beaucoup d'intérêt à ce que je vienne sur l'équipe du Québec, où Michael Kingsbury, Philippe Marquis, tout ça, eux, c'était cette voie-là qu'ils avaient pris. Mais là, ça faisait quand même 8 ans que je faisais du ski de bosse, 11 ans que je faisais de la gymnastique. Puis je sais pas, on dirait que j'avais vraiment besoin de quelque chose de nouveau. Dans lequel je pouvais être bon, parce que tous les autres sports que j'ai faits, j'étais bon, fait que je voulais rester dans les tops, tu sais, je suis très compétitif, fait que je voulais rester là. Puis le ski à saut, ça a été vraiment une décision très rapide dans ma tête. J'étais allé essayer le ski à Québec, au lac Beauport. Puis les docteurs avaient mis en prévention pour voir si ça allait aider mes poignets 2 plâtres. Fait que j'étais allé passer l'été à Québec avec 2 plâtres, puis j'étais allé sauter au rampe d'eau. Puis tu sais, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'était
des sauts simples, donc une rotation. J'ai probablement dû en faire 2 pour m'amuser, juste comme pour niaiser un peu à ce moment-là. C'était vraiment juste pour que les nouveaux athlètes viennent essayer puis aient du fun. Mais non, j'ai tout de suite aimé ça, puis j'étais tout de suite bon. Fait que ça m'a tout de suite montré que la bonne décision avait été prise. Parce que le saut comme ça, comme tu fais là, c'est ton corps dans l'espace qui est. C'est cette capacité-là de se retrouver dans l'espace. C'est fou, là. Comment tu dis ça, l'espace aérien, là, ton sens spatial. Là. Ouais, j'ai un très bon sens spatial. Durant ma carrière de saut, je peux humblement dire que j'étais le meilleur lander atterrisseur de la Coupe du Monde. Là. Sur des trips, j'avais une moyenne d'atterrissage entre 85 et 90 là. Puis ce qui peut être très difficile à obtenir, mais même si on atterrit beaucoup, j'ai quand même eu des blessures. Fait que c'est des fois peut-être qu'atterrir tout le temps c'est plus dur sur le corps parce que vu que tu tombes pas puis que tu atterris sur tes pieds, ça peut faire un bon choc sur le corps. Ah, ben ça se ressent à quelque part à un moment donné là. C'est ça. Parce que le saut en tant que tel, c'est je regardais, il y avait différents pourcentages là sur où est-ce que tu es jugé là. Hein? Oui, comme quand on saute, les juges commencent tout de suite à juger avant même que tu aies sorti du saut. Donc, la position de départ est super importante. Puis c'est la première chose que les juges voient. Donc, si tu fais un bon départ, ton saut normalement devrait être bon et ton atterrissage devrait être bon aussi. C'est sûr que si tu manques ton départ, il y a certaines manières de réussir à le cacher un peu. Pour essayer que les juges le voient pas. Tu peux dissimuler, si t'es pas trop majeur comme bris de forme, là, tu peux essayer de le dissimuler. Ce que j'ai fait d'une très bonne façon aux Olympiques. Donc, j'ai manqué quelques départs, mais on les a pas vus. J'ai eu des notes parfaites, donc j'ai bien réussi mon coup là. Mais ça se peut des fois, justement, un bon départ, un bon saut, un bon atterrissage, mais tu peux faire un mauvais départ, un très bon atterrissage et un très bon saut avec des ajustements dans les airs. Mais là, tu te compliques la vie. Donc, tu sais, t'es mieux d'avoir ton départ. Comme ça, le reste devrait bien aller. Hey, je t'en avais pas parlé avant l'entrevue, mais je suis allé chercher la vidéo de Pyeongchang Finale 2. Oui, ça c'est mon meilleur saut. Ouais, ça te tente-tu qu'on regarde ça ensemble? Ben oui, on peut regarder ça. Ça dure 3 minutes, puis je vais partir ça. Tu peux peut-être même commenter. C'est la première fois que je présente un vidéo, en fait. Là. Ben c'est ça, en plus c'est le fun de commenter parce que y a pas de commentateur de la télévision qu'on entend normalement. Puis ce qui était spécial de ce saut-là, c'est que j'ai attendu longtemps pour le vent. Le vent est un facteur qu'on ne peut pas contrôler. Puis la vitesse qu'on a en descendant, c'est une vitesse calculée, qu'on sait laquelle vitesse qu'on devrait avoir. Donc, on cherchait une vitesse entre 66 et 67,5 km/h. J'ai été un peu plus rapide avec 68,8, je crois, vous allez voir. Ouais. Mais ça, je le sens quand je descends, puis je m'ajuste. Mais on attend vraiment la fenêtre d'opportunité pour y aller. Donc là, j'attends que mon entraîneur me le dise. Puis moi, pendant ce temps-là, ben j'essaie de pas me déconcentrer avec soit les sons de la foule, soit la longue attente qui peut être déconcentrante en tant que telle, ou en voyant des fois mon coach. C'est magistralement long, là. Oui. Puis moi, je vois mon coach qui capote un peu. Fait que, lui aussi, il y a des techniques de respiration qu'on pratique avec le psychologue sportif pour garder notre calme. Puis moi, je suis en train de faire ça en ce moment. Donc, on voit que à chaque fois que je le regarde, je trouve que je suis tellement calme. Mais c'est vraiment... Je voyais absolument rien à ce moment-là. Je voyais seulement le saut, je voyais mon entraîneur. Il y avait absolument rien d'autre qui se passait dans ma tête. Le vide était là. J'avais confiance en mes capacités. Écoutez, ce plan-là, des sauts que j'ai faits aux Olympiques, on les avait planifiés 4 ans avant parce qu'on fait des cycles d'entraînement de 4 ans. Puis les sauts qu'on avait décidé de faire au jeu, la première année du cycle, je les ai faits exactement comme on voulait. C'est sûr que j'ai pas atterri mon dernier. Mais d'avoir pu vraiment réaliser un objectif comme ça, pour moi, ça a été super gratifiant. Puis là, on va voir que je vais y aller bientôt. Ouais, mais puis là, ça peut être très long, là, encore. Mais là, ça peut être long que ça, des fois. OK. 68 km/h à peu près.
Ouais. Donc, le saut que j'ai fait, c'est un full, double full. Donc, un vrille, double vrille, avec 3 rotations. Donc, ce saut-là, ça faisait longtemps que je le faisais sur la neige. J'avais de la misère avec l'atterrissage, puis c'était le meilleur de ma vie que j'ai fait à ce moment-là. Puis dites-vous qu'on s'entraîne, tu sais, j'ai fait 13 ans de ski pour me rendre à ce moment-là, puis on est jugé sur un saut qui dure à peu près 3 secondes. Donc, vous voyez, un peu, à gauche, mon ski à gauche est parti un peu vers la gauche. J'ai coté un edge, comme on dit, mais j'ai réussi à le dissimuler. Donc, les juges nous voient de côté, ils ne nous voient pas de derrière. OK. Wow! Et tu tombes vraiment de haut quand même. L'amplitude est vraiment exceptionnelle. C'est ça, le saut mesure 4 mètres 10. Puis, la hauteur qu'on peut atteindre, ça peut varier entre... sur la triple, là, entre 50 et 65 pieds là, dans les airs à peu près. Là, il va y avoir une belle prise de vue à la fin, je pense qu'on le montre. Ouais, mon entraîneur était très content. Wow! Wow! Ton entraîneur, oui. Lui, oui, ça, on peut bien voir. Wow! Ah oui, ça, cette prise-là est hallucinante, hein? Mm-hmm. On voit vraiment... c'est fou à cette heure de vidéo, qu'est-ce qu'ils font, hein? Ah non, Alors, bravo! Oui, ben merci. merci. Et là, tu es arrivé deuxième à celui-là. C'est ça, ce saut-là. Donc là, j'étais deuxième j'étais avant-dernier à passer parce que l'ordre est inversé quand on passe à la prochaine ronde. C'est pour se rendre en super finale, il faut que tu te qualifies. Il faut que tu passes le premier saut de finale, il faut que tu passes le deuxième saut de finale pour te rendre à la chance d'avoir le podium. Donc moi, c'est là que je voulais me rendre. Puis à la fin, quand je remontais pour mon dernier saut, là, j'avais un gros sourire sur les lèvres, là, puis là, je me suis juste dit, tu t'es rendu, là, amuse-toi. C'est ça. Puis c'est sûr que le saut que j'ai fait à la fin... Toi, c'était ça ton objectif? C'était de me rendre dans cette position où je pouvais faire un saut que je pratique depuis 4 ans, que j'ai seulement eu l'opportunité de faire sur la neige 3 fois, 2 fois avant la compétition, une fois l'année d'avant, puis une fois la semaine d'avant. Puis le troisième, c'était celui de la compétition parce que c'est un saut, ça s'appelle le lait triple full. Donc, c'est le premier salto, on fait aucune rotation. Dans le deuxième, on fait 3 vrilles. Puis le dernier, on en fait une. Le dernier sauteur à avoir fait ce saut-là, c'est un Canadien au championnat du monde en 2011, puis il a gagné avec une note parfaite. Donc, le deuxième sauteur qui l'avait déjà fait sur la neige, c'est moi. Donc là, j'aime ça dire que c'est une tradition canadienne. Je ne sais pas qui d'autre va le faire. Peut-être Louis Irving un jour, on verra. Mais c'est un saut que personne n'a jamais fait aux Olympiques en finale, où je me suis rendu. Puis, en même temps, c'est un saut qui est unique. Il y a seulement moi qui faisais sur le circuit de la Coupe du monde. Donc, pour moi, c'est sûr que 5e position, j'ai souvent repassé, puis mon côté compétitif me dit, retourne-y, il faut que tu l'ailles la médaille, tu sais. Mais je le sais qu'est-ce que ça prend. Je l'ai fait 3 fois un cycle olympique, là. J'ai fait 3 cycles olympiques, puis je sais, chaque cycle était aussi différent que l'autre. Mais j'ai fait, tu sais, comme 3 extrêmes, puis je le sais qu'est-ce que ça prend, puis je suis pas prêt. Je suis plus prêt à retourner dans le gym puis à aller m'entraîner. Fait que j'ai décidé de prendre ma retraite, mais j'ai quand même pris 1 an après les Jeux olympiques pour y penser. OK. Écoute, Olivier, là, on t'a parlé de ton cheminement scolaire. Tu m'as dit que ça allait quand même bien à l'école, quelques difficultés français maths. Tu es un petit sportif, donc qui a besoin de bouger beaucoup. Non, mais je résume rapidement tes dernières 15 minutes. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe après les Olympiques? Ça, c'est une bonne question. Je me pose encore la question, mais j'ai peut-être une meilleure idée dans où je m'en vais, là. C'est sûr qu'après les Olympiques, je voulais vraiment prendre un recul parce que je me suis rendu compte que j'étais très fatigué. Ouais. Tu sais, de dire que j'étais en burn-out, peut-être, des fois, c'est dur à voir, surtout quand tu t'en vas aux Olympiques. Tu peux pas réaliser des choses comme ça, nécessairement. Fait que j'ai vraiment pris 1 an, là, où j'ai rien fait. Je suis pas allé au gym. Je suis allé au gym un peu au début, mais je me suis vite rendu compte que ça marchait pas. Il fallait vraiment que j'arrête de lever des poids puis que je fasse un peu ce que je voulais. Fait que pendant 1 an, j'ai vraiment pris ça relax avec mon ex-copine à ce moment-là. C'était vraiment le fun. J'ai beaucoup pensé, beaucoup médité sur si je voulais continuer. Puis j'ai décidé que non parce que justement, j'ai perdu cette motivation-là que j'avais avant. J'ai perdu on peut dire le fun un peu.
même si je m'amusais encore, mais c'est juste que là, j'étais rendu dans une position où j'étais rendu le vétéran. C'était moi le plus vieux. Louis, qui est un très bon ami à moi, je pense que maintenant il y avait Edouard 23, mais il y avait 22 à ce moment-là, puis les autres étaient un petit peu plus jeunes, fait que je trouvais qu'il y avait une différence de motivation aussi dans l'équipe qui méritait un peu quelquefois, là, ça faut que je l'avoue. Mais j'ai décidé, car reste dans ta bulle, tu t'en vas aux Olympiques, c'est ça ton parcours. Puis je me suis jamais dit que j'allais prendre ma retraite jusqu'à temps que je revienne chez moi. Ça m'avait jamais passé dans l'idée. Au début, je voulais prendre 3 mois de vacances. Après ça, j'ai eu un ami qui m'a dit tu sais, pourquoi pas un an? Fait que je dis ouais, un an. J'ai demandé à la fédération, c'est arrangé. Pas de problème, prends un an. Puis après ça, j'ai décidé que non. Fait que ça m'a quand même surpris, mais ça m'a montré que il fallait que je prenne le temps d'y penser. Fait que j'ai quand même, à travers les années, on apprend à reconnaître certaines décisions importantes qu'on doit prendre dans nos vies. Puis ça fait partie de certaines décisions dans ma vie où j'ai eu l'esprit assez clair pour reconnaître cette décision-là. Parce que je me suis dit que, pour résumer mon raisonnement, c'est que c'est ça. Dans le fond, je voulais pas continuer par acharnement compétitif. Ça, c'est le terme que je me suis alloué pour ce que j'étais en train de vivre. C'est que si je continuais par acharnement compétitif, c'était pas la bonne raison. Puis ça allait seulement m'amener d'autres blessures. Puis là, j'avais la chance de pouvoir finir sur une bonne note et en même temps sans blessure. Ah ouais. Fait que ça, c'est important quand même. Puis finir ma carrière sur une blessure, je pense que c'est probablement un de mes pires cauchemars. et Olivier, écoute, c'est un sport individuel, tu sais, mais il y a une équipe quand même autour de toi. Oui, exactement. Tu sais, là, je parle beaucoup moi, mais l'équipe, les équipes, tu sais, en gymnastique, ma carrière de gymnastique un peu moins, je commençais tranquillement. J'étais rendu sur l'équipe nationale de développement, tu sais, là, tranquillement, physio, tu sais, tout ça, ça arrive. Mais quand je suis arrivé en ski, on a eu la chance d'avoir un budget, je vais pas dire limité, mais quasiment pour les Olympiques de Vancouver. Donc, tu sais, l'argent était là, le support était là, on n'avait pas besoin de poser de questions. Puis après Vancouver, ça a fait une grosse chute. Puis c'est là que c'est important de garder mon statut sur l'équipe parce que pour rester sur l'équipe nationale, il faut que tu fasses des résultats, évidemment. Pour garder mon brevet de Sport Canada, qui était mon salaire, il faut que tu sais, si tu as un peu moins de résultats, tu as un peu moins de salaire. Donc, tout ça, ça arrive un peu dans ta tête, puis tu te dis oh, OK. C'est la vraie vie, là. Puis il faudrait mentionner aussi qu'après les Olympiques de Vancouver, j'ai été suspendu 1 an. J'ai été suspendu un an de l'équipe nationale pour des bris de règlement. Je veux dire, pendant un camp d'entraînement, il y avait des règlements à ce moment-là parce qu'on était jeunes et fous, fait qu'on n'avait pas le droit de sortir, pas le droit d'aller boire de l'alcool ou peut-être consommer un peu de pot, ou des affaires comme ça. Fait que c'est sûr que comme je disais au début, j'étais là pour le fun, j'étais là pour le trip, c'était pas mon travail. Donc, et là, tu t'es fait suspendre parce que tu étais un petit rebelle. Oui, un petit rebelle, petit, grand, je sais pas, mais je me suis rebellé un peu contre je sais pas qui, mais dans le fond, je me suis fait suspendre. Puis au début, je trouve que c'est important d'en parler parce que ça a fait partie de ma carrière, puis ça a été vraiment un point là ça a été comme un U-turn pour moi. Parce que là, tantôt, j'ai dit j'ai pris une année de congé pour penser à ce que je voulais faire après les Olympiques, mais cette année-là, c'était une année de congé, mais c'était une année de congé forcé. Fait que c'était une année de suspension, mais c'était parce que dans le fond, la fédération me disait on veut que tu penses à ce que tu veux faire. Si tu veux continuer en ski, on veut que tu reviennes d'une façon sérieuse. Si c'est pas ça que tu veux faire, va faire d'autres choses. Pour rester poli. Il faut que les gens comprennent que quand tu es un athlète, tu signes un contrat. C'est ça. Tu signes un contrat. Donc, toi, eux autres, ils te paient tant par 2 semaines, mettons. Là, tu es un salarié. C'est ça. Donc, tu es payé pour t'entraîner parce que c'est pas juste sauter. Là. Tu t'entraînes, tu fais attention à ta diète. Il y a plein de gens qui te prennent en charge, j'imagine, aussi, puis santé mentale, physique et tout. Là. Mais là, il y a, comme dans tout contrat, s'il y a un bris d'un côté ou de l'autre de certains règlements, il y a des conséquences. Exactement. Il y a des conséquences. Puis, je sais que
on peut peut-être comparer ça à un manquement majeur. Je sais pas si dans les écoles primaires à Québec, on dit ça. Mais à Gatineau, j'en ai déjà donné des manquements majeurs, mais j'aime ça le dire parce que de ce qu'on parle en ce moment, des fois, j'en parle dans les écoles primaires de mon parcours. Fait que c'était un gros manquement, c'était une grosse erreur de ma part. Puis au début, tu sais, souvent, quand ça arrive des choses comme ça, on pointe tout le monde du doigt, puis c'est la faute de tout le monde, sauf notre faute. Fait que ben moi je me suis rendu compte que c'était pas la faute à personne, c'était ma faute. Puis cette année-là, ben j'ai pris une année un peu comme mon année sabbatique après les Olympiques, mais cette année-là, j'ai décidé de vraiment déconnecter du sport, déconnecter de tout ça. J'étais allé travailler en construction avec un ami. J'ai fait du siding tout l'hiver. J'étais allé travailler pour vrai. Tu sais, j'ai vécu une vie normale travaillante là, où tu te lèves à 4h30 puis tu travailles à 7h. Tu sais. Fait que j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça. Ben, je veux dire, c'était le fun en tant que tel. C'était un ami, ça fait longtemps, tu sais, puis c'était des bonnes expériences, mais j'ai pas aimé cette expérience-là, puis je me suis dit non, t'es pas prêt. Fait que retourne-toi de bord puis va t'entraîner. Fait que dans le fond, moi je fais 5 et 5, puis à la fin de cette année-là, je pesais 185 livres. Fait que j'étais pas petit. Puis là, pour revenir, ben il fallait que je perde tout ce poids-là. Fait qu'en 4 semaines avec notre trainer, là, j'ai perdu 30 livres. Fait que je me suis remis en shape. J'avais jamais été en shape comme ça, comme avant de me faire suspendre non plus. J'étais presque de retour à ma shape de gymnaste. En fait, la fédération avait énormément confiance en toi, puis ils voyaient le potentiel. Mais ils ont dit, si ta tête n'est pas là, ton cœur ne le fera pas non plus, puis ça ne sert à rien d'investir en toi, si on veut. Exactement. Ça, c'était... On s'en est jamais parlé face à face avec la fédération, mais je veux dire, tout l'argent qui a été dépensé, par exemple, sur moi, pour aller me faire compétitionner, payer mes voyages, payer les compétitions, puis tout ça, il fallait que je m'en rende compte. Là. Tu sais, je pouvais pas continuer d'une manière où tu fais juste, je veux dire entre guillemets, foutre le bordel. Tu sais, je pouvais pas continuer de faire ça. Puis en même temps, ben, j'avais perdu un peu mon identité sportive en tant qu'athlète. Tu sais, c'est sûr qu'on fait toutes des erreurs, puis ça va peut-être arriver à quelques-uns d'entre nous, puis c'est correct, c'est normal. Mais ce qui est important, c'est de s'en rendre compte, puis ensuite de ça, ben, d'apprendre de ça, puis de continuer. C'est ça que j'ai fait. Donc, l'année d'après que je suis revenu, la saison qui a suivi ma suspension, j'étais champion du circuit de la Coupe du Monde. J'ai gagné le Globe de Cristal. Parce que là, je suis revenu avec une mentalité où j'étais comme, OK, ça tentait, là. C'est ça que ça prend parce que, là, je viens de penser à ça. Quand je suis arrivé en ski acrobatique, j'ai commencé sur le circuit nord-américain. Donc là, le circuit nord-américain, j'ai été champion du circuit nord-américain pendant les 2 années que je l'ai fait. Puis là, après ça, quand j'ai monté sur la Coupe du Monde, ben là, je m'attendais encore à faire comme, ben ouais, hein, top 5, là, pas de problème. Mais je me suis vite rendu compte que c'était pas ça. C'était vraiment, là, tu sais, des fois, on dit il y a une transition entre 2 niveaux, mais là, entre le circuit nord-américain et le circuit Coupe du Monde, ben tu passes d'un statut, par exemple, enfant à adulte, tout de suite. Il n'y a pas d'adolescence, tu sais. C'est vraiment c'est vraiment une transition assez abrupte, surtout pour les hommes. Parce que les hommes, on passe des sauts à double à des sauts à triple. Puis là, tranquillement, les femmes, il y en a de plus en plus qui le font, puis c'est le fun à voir. Mais tu sais, c'est un gros step-up. C'est un gros step-up. En anglais, ils disent going off your first daddy. Okay, c'est comme tu sautes le Big Daddy. Là. Fait que c'est une expression américaine. Fait que c'est un peu dur à traduire. Mais bon, c'est un gros saut. Tu as quand même performé à la Coupe du Monde. Oui, c'est ça. En Coupe du Monde, ça s'est quand même bien passé au début. Justement, avant ma suspension, j'ai fait quelques bons. Je pense que j'ai fait 2 top 10, peut-être. Mais j'avais pas fait vraiment de résultats. Là. Tu sais, j'étais prometteur, j'étais le meilleur de l'équipe à ce moment-là aussi. Puis je poussais dans les fesses des plus vieux qui allaient prendre leur retraite. Même que j'ai volé. J'ai volé. C'est parce qu'on se bat tous pour notre position quand c'est les qualifications. Oui. Puis j'ai pris la place d'un des vétérans avec qui m'a un peu mentoré, Ryan Blais. Puis Ryan Blais était vraiment quelqu'un qui m'a aidé à grandir aussi comme personne parce que les vieux, il y avait pas de filtre quand je faisais des conneries, hein. Fait qu'il me le disait tout de suite. Fait qu'on apprend vite. Puis ça l'aide aussi des fois d'avoir des personnes un peu plus vieux pour t'aider. Ouais.
pour nous réaligner un petit peu, là. C'est ça. Et à part, bon, peut-être que la suspension va faire partie des difficultés que tu as pu surmonter, mais dans ta vie en général, ça peut être au niveau mental aussi, parce que ça travaille sur le mental, des compétitions, tu vois. Puis j'imagine qu'en Coupe du Monde, là, tu les connais, les 4-5 là, qui peuvent te prendre ta place, puis tu sais d'où ce qu'ils viennent, tu sais pas c'est qui. Ouais. Mais c'est quoi la plus grosse difficulté que tu as vécue, mettons, et comment tu as fait pour t'en sortir? Écoute, j'ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie. Mais, mais j'essaie d'en prendre une qui serait quand même un bon exemple. C'est sûr que l'exemple des blessures, les plus grandes difficultés que j'ai eues dans ma carrière, c'est pas mal toutes mes blessures, surtout ceux que j'ai eues en ski. Comme je disais, que j'étais un très bon atterrisseur. J'atterrissais très bien, très souvent. Puis ça, c'était une des raisons pourquoi j'atterrissais très bien très souvent, c'est que je voulais pas tomber. Parce que si tu tombes, tu peux te faire mal. Ouais, puis je trouvais que c'était une bonne raison, une bonne motivation. Tombe pas, ça fait mal. Tu sais, j'étais comme, c'est logique. Ça va bien ensemble, puis j'ai réussi à bien le faire. Fait qu'on va continuer comme ça. Mais j'ai quand même eu des grosses blessures. Ma première grosse blessure a été parce qu'en ski, j'ai une longue liste, mais il y en a beaucoup qui sont arrivés 17 ans et moins. Quand j'avais 17 ans et moins. La plupart des grosses blessures sont arrivées là. Mais c'était même pas dans les sports que je faisais. C'était en allant niaiser avec des amis en vélo, en faisant des casse-coups dans le cours. C'était jamais dans des endroits où j'étais sous supervision. Fait que si vous allez jouer et il n'y a pas de supervision, il faut faire un peu plus attention. Ça, c'est sûr. Mais attends, là, j'ai perdu mon fil d'actualité. On allait dire les difficultés. C'est ça, les blessures. Quand je me suis déchiré l'aine droite. Okay, durant la première saison de qualification pour les Olympiques de Sochi. Donc, c'est la saison 2012-2013. Mm-hmm. Donc, cette saison-là, à la fin, je me suis déchiré l'aine, mais on a quand même décidé de continuer à sauter parce que j'avais encore des chances. Puis, en tout cas, tu restes dans le beat. Est-ce que tu peux? Oui, tu peux. Je suis quand même assez tough. Puis ils m'ont donné des médicaments, dans le fond, ce qui était le plus fort que je pouvais prendre sans tester positif. Dans le fond, ce qu'on a le droit de prendre. Puis j'ai réussi à compétitionner à l'événement test qu'il y avait eu à Sochi l'année d'avant les Olympiques. Puis je suis arrivé 4e. Mais là, ma saison a fini là parce que ma déchirure de laine avait monté dans l'abdomen, mes abdos du bas, dans le fond. Ils disent une hernie d'athlète, athletic hernia en anglais. Donc là, j'avais besoin d'une opération. Pas le choix. Mais c'est une opération que tu peux quand même revenir assez vite. Donc, je pense que je me suis fait opérer au début de l'été. C'était comme limite comme blessure dans les temps pour les Olympiques. Fait que là, on m'opère au ventre, je fais de la réhabilitation. Ça, c'était probablement une des réhabilitations les plus difficiles de ma vie. Parce que j'en ai fait, j'ai calculé, j'ai fait, je pense, 2 ans de réhabilitation dans toute ma carrière. Fait que c'est quand même. Quand on raboute tout ça, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Fait que non, ça a été difficile comme réhabilitation, mais je suis revenu quand même, fini l'été, super forme, super confiance. Mais là, je me blesse au genou. Puis cette blessure-là, elle a été très difficile mentalement pour moi parce que c'était pas en sautant. C'était vraiment une malchance. Tu te poses beaucoup de questions. Pourquoi ça t'arrive? Tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? Au début, tu pleures pas. Après ça, tu pleures. Tu sais, c'est comme... Il y a plein d'émotions qui arrivent. Puis là, en plus de là, mon billet, je l'avais pas pour Vancouver, mais pour Sochi, mais j'étais en une très bonne position. Puis, tu sais, mon coéquipier Travis Garrett, avec qui je m'entraînais, c'était nos jeux à nous. C'était nous deux. Moi, je le pousse, lui, il me pousse. On est là, on supporte, on a une chimie. Tu sais, ça, c'est super important. C'est un sport individuel, mais l'équipe canadienne a toujours mis l'emphase sur l'esprit d'équipe. Puis ça, l'esprit d'équipe canadien, il n'y a pas un autre pays qui a le même esprit d'équipe que nous. Puis ça se voit dans les villages olympiques. Là. Fait que petite parenthèse sur ça. Mais c'est ça, la deuxième blessure, dans la même année, je me suis fait opérer 2 fois. Puis là, je devais revenir chez nous au lieu de partir pour ma saison. Fait que ça a été un hiver assez difficile pour moi. Puis même encore là, à chaque fois que j'en parle, je deviens émotif un peu. Parce que j'ai failli abandonner. J'ai failli abandonner parce que j'étais tanné. Je me dis pourquoi je suis tout le temps blessé, tu sais. Puis
Puis finalement, ben c'est sûr que là, j'ai regardé les autres compétitionner. Travis aux Olympiques, je pense qu'il est arrivé 7e. Fait que c'était un bon résultat pour lui. Mais si on connaît ce qui se passait pour lui, il aurait pu faire mieux. Il était pas nécessairement où il fallait parce que en partie, je pense que j'étais pas là. Il y avait pas son chumé avec lui, là. Il était pas. Des fois, Exactement. ça fait du bien mentalement avoir l'autre à côté, là. Ben c'est ça, puis tu sais, nos routines sont faites en sorte aussi qu'on participe à la routine de l'autre des fois, tu sais, Oui. tu sais, je sais que quand on avait un exercice de méditation où on fait 20 minutes de méditation avant de partir pour l'entraînement, mais c'est de la méditation active, c'est un peu compliqué, mais c'est pas juste je ferme les yeux puis je pense à rien, là, c'est un peu plus que ça, mais tu sais, on la faisait ensemble, tu sais, dans les hôtels, t'as un lit, on met la musique qu'on avait, puis on a nos routines à nous-mêmes, puis on fait notre affaire, mais tu sais, ça faisait partie d'un certain rituel, si on veut. Fait que malheureusement, j'étais pas là pour l'aider. Puis là, après ça, ben, j'ai failli abandonner parce que c'est ça, j'étais tanné, puis je me disais, ben, en même temps, c'était pas facile pour ma mère puis mes parents de me voir tout le temps blessé, puis pourquoi t'arrêtes pas, ça serait le fun, tu peux aller à l'école. Puis là, mais moi, j'étais pas encore allé aux Olympiques. Fait que j'ai dit non, 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 lâche pas, vas-y, continue, un autre 4 ans. Fait que là, on a quand même changé, pour mon dernier 4 ans, là, l'équipe, on a changé une grosse manière de mon entraînement, une grosse façon de m'entraîner. Je suis rendu plus vieux. Ma nutrition a pris beaucoup plus de place. L'entraînement a pris un peu moins de place. La quantité de sauts que je fais l'été a diminué. La qualité a augmenté. Donc, moins de sauts, plus de qualité. Parce que là, j'ai arrivé à un point dans ma carrière où j'avais 8 ans de ski derrière moi, 8 ou 9 ans. J'avais fait des milliers et des milliers de sauts. Puis c'est là que un sauteur atteint ou commence à atteindre son pic de performance. Entre 26 et 27 ans, de 27 à 32, là, il y en a qui ont des exceptions qui ont continué plus tard, mais de 27 à 32, c'est pas mal là le pic. Si on regarde la moyenne des médailles olympiques dans notre sport, c'est tout le temps dans cet âge-là. Tu sais, je pense qu'il y a un Russe à Vancouver, il y avait 34, mais les Russes sont un peu différents. On ne parlera pas d'eux. Mais on parlera pas d'eux, mais j'ai des super bons amis russes, puis j'ai aucun problème avec eux, là, mais c'est juste un autre sujet, fait que je veux pas m'embarquer là-dedans. Mais je couperai pas ce bout-là. c'est bon, c'est bon. Mais non, c'est ça. Fait que tu sais, ça a été vraiment un gros changement à mon approche pour l'entraînement, puis en même temps, avec les blessures qui s'accumulaient, ma confiance mentale était plus là. Quand je suis revenu de mon genou, j'ai passé un an à avoir des équilibres sur le genou, à avoir des tendinites dans la rotule, parce que tu sautes avec un brace, tu te cognes l'autre jambe après, c'est pas confortable. Le brace, tu le sens, fait que là, ça te donne un peu de crainte. Fait que moi, dans le fond, les docteurs, ils suggèrent tout le temps de garder le brace pour toujours après ta carrière. Dans le fond, pour le reste de ta carrière sportive, tu gardes le brace parce que c'est trop dangereux. Ben, pas que c'est trop dangereux, mais c'est juste un safety de plus, là. Mais moi, j'ai ça les braces, j'ai ça les tapes. J'aime pas ça sentir quelque chose sur mon corps. Fait que j'ai fait l'année qu'il m'a dit de faire, puis après ça, l'été d'après, je l'ai enlevé, puis ça a été beaucoup mieux. Puis tranquillement, fait que ma blessure au genou était en 2014, puis ça m'a pris jusqu'en 2018 pour revenir à ma confiance. Puis c'est arrivé à la journée des Olympiques. C'est sûr que ma confiance était là aussi, mais c'était tout le temps... C'était une progression qu'on voulait vers les Olympiques. On a vraiment pas... Tu sais, chaque athlète a une planification différente, mais ma planification pour le dernier cycle a été, on planifie pour les Jeux, puis on va y aller année après année. Puis on adapte. Okay. C'était vraiment lousse. On voit comment tu te sens. Dans le fond, notre objectif, c'était le moins de blessures possible. Tu sais, c'était vraiment ça. Fait que... Ah ouais, c'est clair, c'est ça. Olivier, qui t'a inspiré dans la vie? As-tu une couple de noms? Ouais, c'est... J'ai l'impression que, parce que cette question-là, on me l'a souvent posée, tu sais, qui m'a inspiré, tu sais, mettons en anglais, qui a été mon role model ou... c'est sûr que quand j'étais jeune, je pourrais dire que ceux qui connaissent le tennis, André Agassi, ben oui. J'étais un grand fan de lui, ma mère était un grand fan de lui, fait qu'André Agassi, c'était vraiment, pour moi, ça me démontrait que à cet âge-là, je me rappelle encore, tu sais, je me disais, il est donc bien vieux, tu sais, parce qu'il était tout le temps un peu plus vieux que les autres. Je me disais, lui, il est capable de faire ça longtemps. Ça a été longtemps aussi un de mes rêves de vivre de mon sport le plus longtemps que je pouvais. Puis pendant longtemps, comme je disais, jusqu'à l'année après les Jeux, je pensais que j'allais faire les Olympiques de 2022 puis 2026. Fait que, c'est pour te dire à quel point il y a eu quand même une grosse fatigue mentale qui est arrivée d'un coup. Puis il a fallu que j'arrête parce que
c'était plus sain pour moi. Mais André Agassi, quand j'étais jeune, a été quelqu'un qui m'inspirait. Ensuite de ça, c'est sûr que j'ai eu différentes personnes dans mon entourage, d'autres vétérans, Steve O'Michel, Warren Scholdice, Carl Nissen, c'est toute l'équipe qui était là, même les filles Amber Spiro, Veronica Bauer, c'était toute l'équipe canadienne était une inspiration pour moi. Puis, je pense que ce qui m'a inspiré le plus, puis on n'en parle pas assez souvent, c'est les équipes autour de nous. C'est de voir les physios, les entraîneurs, les massos, la passion qui les anime quand ils nous traitent. Pas juste moi, les autres, dans d'autres sports, d'autres amis, tu sais, patin de vitesse, la passion de toute l'équipe autour de nous. C'est oui, à la fin de la journée, c'est moi qui va faire le saut, mais la seule raison pourquoi je suis là, c'est pas mon talent qui m'a amené là, comme je pensais que je pouvais faire avant les Olympiques de 2010, puis que je me suis fait suspendre. Tu sais, c'était pas mon talent qui allait m'amener là. Mon talent pouvait m'emboîter le pas, mais après ça, c'est moi qui fallait continuer à courir. Puis je pense que cette passion-là des équipes sportives permet souvent aux athlètes de se dépasser. Puis moi, grâce à ça, j'ai réussi à vraiment me dépasser en tant qu'athlète, mais en me dépassant en tant que personne, puis de vraiment grandir, puis de sortir de mon parcours sportif avec un sac à dos rempli, là, tu sais. Ben oui. Rempli puis prêt pour la vie. Puis tu sais, tu te demandes tout le temps qu'est-ce que ça t'amène de faire du sport jusqu'à 25-30 ans. Tu sais, t'apprends rien. Non. J'apprends beaucoup de choses. Puis tu sais, j'ai voyagé dans 19 pays. J'ai parcouru la planète, j'ai vu plein de choses, j'ai rencontré des gens, les cultures. C'est comme oui, le sport fait voyager, mais je suggère le voyage énormément. Point. Une fois que le COVID sera fini. Par contre. Ouais. On peut pas sortir de là. Sinon, ben, on peut aller en région. Et voilà. Hey, écoute, Olivier, parlons, mettons, quand tu étais athlète, là. Oui. Il y a sûrement quelque chose, ben écoute, tu fais ça parce que tu adores ça. Qu'est-ce que tu aimais le plus faire? Et qu'est-ce que tu aimais le moins dans toute cette vie d'athlète-là? Ce que j'aimais le plus faire, ça va te paraître bizarre, mais c'est voyager. Ben, c'est pas bizarre du tout. Ben, c'est que j'ai l'impression qu'il fallait que je dise quelque chose qui avait rapport avec l'entraînement, mais non. voyager, c'est ce que je préférais, mais si je parle de quelque chose qui a rapport avec l'entraînement puis que je préférais, c'est sauter. C'est sauter l'été comme l'hiver, l'été, ses avantages, l'hiver a ses avantages, mais c'est juste de sauter, d'être sur la montagne avec les autres, d'être sur les rampes d'eau avec les autres, jaser avec les autres pays. C'est tout un aspect. Il y a beaucoup d'autres sports, je pense, qui sont comme ça, mais le ski acrobatique, pas juste ça, mais c'est vraiment le ski en général, c'est une grosse famille. Puis, mais t'as des amis partout dans le monde maintenant, là. Oui, un peu partout. C'est vraiment le fun. Puis tu sais, c'est sûr que éventuellement j'aimerais ça voyager. Puis tu peux aller voir des amis. Je suis allé visiter un ami en Indonésie l'année passée, mais lui c'est un ami du primaire qui enseigne l'anglais là-bas. Donc ça faisait 6 ans que je l'avais pas vu parce qu'il a déménagé, il aime pas le froid, fait qu'il est allé au chaud. Fait que c'est chaud là-bas. Il y a chaud et chaud, hein. C'est ça. Fait que mais non, c'est voyager que j'ai vraiment préféré, puis c'est les rencontres que tu fais, c'est les découvertes que tu fais, les expériences qui te font grandir. Puis ce que j'ai moins aimé, c'est le gym. Le gym. Ça, c'est peut-être plate à dire, mais le gym, ça a été difficile pour moi. J'ai fallu que j'apprenne à aimer le gym. Ben oui. Parce que là, à la fin de ma carrière, j'ai commencé ma carrière, j'aimais pas le gym. J'ai appris à aimer le gym. J'ai aimé le gym, puis là, j'aime plus le gym. Fait que c'est comme c'est une relation, hein, c'est vraiment une relation. C'est très difficile parce que moi, comme n'importe qui, là, on a toutes des belles résolutions de début d'année. Là, je me dis, je m'inscris au gym. Mais je trouve tellement que quand tu es sur le bench, il me semble que les poids, ils sont là, puis ils te regardent, puis ils disent, ah, nanana, t'es pas capable. J'ai comme l'impression qu'ils me niaisent, tu sais, puis j'ai même pas tu sais, je pourrais dire, hey, mon espèce, c'est moi qui gagne. Ça me tente même pas de me battre contre un poids, tu sais. Ben non, c'est ça. L'expérience comme entraînement que j'ai eu, c'était tout le temps avec d'autres athlètes dans le gym de l'équipe. Ah, let's go Ali, ou let's go Louis, let's go Kat, tu sais. Mais non, c'est ça, le gym, puis de toute façon, je ressens encore de la fatigue, puis je suis pas prêt à retourner au gym encore, mais je fais encore du vélo de route. Ma mère me fait du vélo de route, puis
Je m'étais pas entraîné depuis les Olympiques. Puis l'année passée, j'ai fait aller-retour Montebello, Saint-Sauveur avec ma mère. Hey. Fait que j'avais pris une semaine à m'en remettre. Mais on a dormi là. C'était pas un coup. Là. Tu montes, tu dors, tu reviens. Mais non, c'était. Tu sais, c'est sûr que j'ai perdu beaucoup de ma forme. Tu sais, j'ai pris du poids, c'est normal. Je m'en attendais, mais je suis tellement heureux de pouvoir manger ce que je veux. Tu sais, j'ai tellement fait attention dans les 4 dernières années de ma carrière. Puis tu sais, même durant ma carrière en général, on a nos hauts, nos bas, mais tu sais, il y a plein de j'imagine de plaisir que des fois tu te prives un peu, puis là tu te rends compte que ben tu sais c'est pas si pire. Puis écoute, moi ma philosophie c'est si je me sens bien, tout va bien. Oh. Fait que tu sais des fois on peut dire tu sais en anglais c'est if you look good you feel good. Mm-hmm. Mais moi c'est plutôt if you feel good you look good. Go, ouais. Aussi. Fait que les deux fonctionnent très bien. Ça dépend de quelle personnalité on est, mais pour moi, c'est ça. Puis en ce moment, mais je me sens très bien être retourné à l'école. Je suis très en paix avec ma décision. C'est sûr que c'est un processus. C'est pas parce que je suis en paix que j'y pense plus. Là. Je pense aux Olympiques, à ma performance, puis à tous mes souvenirs à chaque jour. Là. Il faut que j'y pense. C'est une manière de tout repasser ça, puis de classer ça pour éventuellement les ressortir juste au souper de famille dans 20 ans. Puis les vieux vidéos là, qu'on va regarder sur YouTube. C'est ça. Olivier, là, présentement, bon, là, évidemment, tu sautes plus, là, mais tu fais quoi, là? Tu es retourné à l'école? Oui, c'est ça. Je suis retourné à l'école en éducation spécialisée. Donc là, éducation spécialisée, c'est quand même assez vaste. On peut travailler, tu sais, de agent de probation dans une prison à, tu sais, école. C'est très vaste. Mais moi, ce qui m'intéresse, puis j'ai pu découvrir ça depuis l'année passée en étant animateur pour une maison des jeunes puis la suppléance, c'est que j'aime travailler avec les jeunes, primaire comme secondaire. C'est sûr que primaire, par exemple, j'aimerais ça travailler peut-être dans une école primaire. Puis avec les jeunes ados, ça serait pas dans une école secondaire, ça serait plutôt peut-être maison des jeunes ou centre jeunesse ou tu sais, on sait pas. J'ai une facilité pas dans un cadre scolaire. Non, c'est ça, pas dans un cadre scolaire. Ça peut être dans un autre cadre. Puis c'est comme là, mon premier stage cette année, c'était dans un CHSLD. Puis avant que ça ferme, là je suis plus là. Mais avant que ça ferme, j'ai choisi de prendre un stage en CHSLD parce que c'est pas nécessairement un domaine que j'aimerais faire, mais je voulais voir si je serais capable. Parce que peut-être qu'un jour, je vais devoir faire ça. Puis là, avec ce qui se passe, je me dis, au moins, je l'ai fait, je sais ce que c'est. Fait que si ma situation à la maison change, je pourrais aller aider. As-tu aimé ton expérience? J'ai adoré mon expérience. Ouais. J'ai adoré mon expérience. J'étais au CHSLD La Pieta à Hull, puis je suis dresseur de chiens aussi depuis ma retraite. J'ai pris des cours. Je donne des cours de dressage pour le Centre canadien de l'Outaouais. Puis moi, ce que j'ai proposé, c'est que ici à la maison, on a 3 chiens, un chien entre parenthèses parce que c'est un tout petit. OK. Mais mes parents ont un bouvier et un chihuahua. Moi, j'ai 2 chiens. Puis le bouvier de mes parents, je l'utilise comme chien de support émotionnel. Il a son harnais avec sa patch. Puis dans le fond, je l'amenais, j'ai proposé l'activité à la Pieta, aux personnes âgées. Puis tout le monde, tu sais, la plupart, le 3/4 des résidents, c'est quand même 165 résidents, je pense que. Puis j'ai réussi à rencontrer presque tout le monde avant que ça ferme. Fait que je pense que il s'ennuie un peu du chien. Moi, je m'ennuie d'eux. Je passais en vélo avec ma mère justement l'autre jour devant. Là, j'ai envoyé des babayes. Là, ils me reconnaissent probablement pas avec mon casque et tout, mais ils disaient c'est qui lui. Tu sais, mais non, c'est ça. Je pense à eux. Puis tu sais, éventuellement, peut-être que ça sera un domaine que j'aimerais, mais pour l'instant, je me concentre vraiment là plus sur c'est ça. Excellent. Pour terminer, ça achève à un moment donné. On a eu énormément, là, faut le dire, là, parce qu'on a eu énormément de problèmes techniques. C'est quelque chose, là, mais écoutons, c'est la vie. Bon, le COVID est dans l'Internet. Écoute, as-tu un petit mot pour les jeunes d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire avec tout ce que tu as vécu? C'est assez simple. J'aime ça quand même résumer ça d'une façon où tout le monde peut comprendre, puis ça peut peut-être motiver les jeunes. C'est que quand on tombe, on peut se relever. Il faut se relever. C'est pas grave. Toute ma carrière, je suis tombé, puis on n'atterrit pas un saut avant d'en avoir tombé. Hein. Fait que depuis tantôt, je dis que j'étais un bon atterrisseur, mais je suis tombé plusieurs fois. Puis
Je pourrais peut-être te l'envoyer. J'ai un petit vidéo YouTube qui s'intitule La persévérance. Puis c'est comme ça que ma conférence s'intitule quand je donne des conférences sur mon parcours sportif. Parce que quand on tombe et on se relève, on fait preuve de persévérance. Ouais. Puis la persévérance va toujours t'amener quelque chose de positif. Peu importe comment tu l'utilises. Ça peut être de la persévérance pour un devoir, ça peut être la persévérance pour un match de soccer. Ça peut être persévérer pour montrer à tes parents que tu les aimes. Tu sais, ça peut être persévérer à être sage pour ton professeur. Tu sais, ça peut être vraiment de n'importe quelle façon. Puis peu importe le rêve que vous avez, vous pouvez toujours essayer de le réussir parce que c'est jamais impossible que ça arrive pas. C'est là que ça travaille, hein? C'est tout dans la tête, puis c'est pas parce que moi j'ai pas eu de rêve olympique avant l'âge de peut-être 15 ans, 16 ans en gymnastique que c'est pas parce que j'avais pas ce rêve-là que je m'en allais nulle part dans mon sport, là, tu sais. Mais ça m'amène une question, excuse-moi de le couper. Est-ce qu'il y a du monde qui t'ont dit, Olivier, hey, lâche ça, les sauts, là? Qu'est-ce que tu fais là? Les Olympiques, là. Tu t'entraînes 4 ans pour 4 secondes dans les airs. C'est quoi ta patente, là? Tu peux même pas manger de poutine avec nous autres. Mais on va pas tes bons amis de même? on va pas le dire à personne, là, mais ma mère, c'était une fan comme ça. C'était une fan de moi, mais c'était une fan qui me ramenait toujours sur Terre. Elle me le disait pour me ramener sur Terre, pas pour me décourager, mais peut-être pour me ramener sur Terre, puis certaines fois aussi pour me guider. Tu sais, c'était jamais vraiment d'une façon où tu devrais faire ça, puis ils me disent quoi faire, parce que j'aimerais ajouter que durant tous mes essais sportifs dans différents sports, mes parents m'ont toujours donné le choix de ce que dans quoi je voulais continuer. Ben oui. Donc j'ai toujours eu, parce que des fois, là je dis pas ça pour parler de parents de personnes, mais c'est que des fois les parents peuvent essayer de faire vivre leurs rêves pas réalisés. Puis ça, je l'ai vu chez d'autres athlètes, chez d'autres parents. C'est un peu malheureux, mais c'est pas grave parce que c'est quand même une situation où éventuellement, ben, écoute, si on n'aime pas ça, ben on n'aime pas ça. Puis en grandissant, ben on s'en rend compte. Puis on trouve des choses qu'on aime faire. Puis de plus en plus en grandissant, ben, on en trouve de plus en plus. Fait que donc ton mot pour les jeunes, on va dire persévérance. Persévérance. Hey, je te l'ai pas dit tantôt, là, mais j'ai 4 questions en rafale. OK, go. Si tu as une machine à voyager dans le temps, tu vas dans le futur ou le passé? Passé. Pourquoi? Pour découvrir. Ah, tu irais loin d'avant, là. Oui, loin. Moi, si je revenais dans le temps, là, c'est sûr que moi, j'aime bien l'histoire puis j'aime le Moyen-Âge. J'aime le Moyen-Âge, mais ensuite, là, la Renaissance puis tout ça, fait que ça serait dans ces temps-là, là, Robin des Bois, puis mais je serais pas dans la noblesse, moi, je serais un rebelle, tu sais. On revient un peu dans mes patterns, là. Fait que ça serait dans ce temps-là. Excellent. Un bon livre ou un bon jeu vidéo? Parce que je te vois avec ton casque, là, puis ton gamer un peu, ou? J'ai des phases. Quand j'étais un autre sujet. Mais non, j'ai des phases, mais je suis quand même lecteur, justement. S'il y en a qui aiment lire sur la persévérance, un livre qui s'intitule Instinct de survie. Instinct de survie de Gabriel Philippi, qui est un des, je pense, le seul Québécois à avoir monté l'Everest des 2 bords. Puis je lis beaucoup de livres sur l'escalade. Parce que c'est beaucoup de réflexion sur soi-même. Puis c'est un sport où quand tu montes la montagne, tu la montes tout seul. Là, même si tu as ton équipe, c'est très différent, mais je trouve qu'il y a un parallèle extraordinaire avec le sport dans l'escalade. Parce que l'escalade, c'est un sport, mais mettons le sport de haut niveau, plus extrême, acrobatiquement, là, la concentration qu'il faut, je trouve que l'escalade, c'est incroyable. Ouais, parce que tu peux pas, à un moment donné, décrocher puis penser à... Tu peux pas prendre de pause, ta botte. C'est ça, exactement. Ouais. Quelle sorte de film? Horreur. Horreur. T'en trouves un de bon sur 6. Fait que, c'est ça. Tu essaies de les choisir comme du monde. Mais horreur, j'aime beaucoup aussi les films de science-fiction. Je suis pas un lecteur de science-fiction. Non. J'adore la science-fiction visuelle en film, mais j'aimerais quand même revenir dans le passé. J'aime ça me contredire, mais tu sais, c'est ça. Je suis comme ça. Non, mais un n'empêche pas l'autre. Non, exact. Dernière question. Tu as fait plein de sports dans ta vie. Là, on parlait de hockey tantôt. Quel sport tu aurais aimé faire et tu n'as pas fait?
Ben, j'ai toujours dit à ma mère, puis je le dis encore, que si j'avais continué au hockey, je me serais rendu dans la Ligue nationale. Donc, c'est sûr que le hockey, ça a été quand même, je dis que ça a été facile un peu plus tôt, mais le hockey fait beaucoup de partie de ma vie. Puis on utilisait le hockey aussi comme entraînement cardio pour diversifier un peu. Mais on a arrêté parce qu'on se ramassait un peu trop fort dans les bords. Fait qu'on a gardé ça pour le vélo de route. Mais non, le hockey, ça a été c'est un sport que je me dis, si j'avais une autre carrière à faire, là, j'aurais aimé ça que ce soit en hockey. Ah, OK. Ouais. Olivier, on a eu des problèmes techniques, c'était fou, là. Écoute, ça aurait dû durer 30 minutes, puis finalement, c'est ça la vie. Je te remercie beaucoup pour ton temps. On peut te retrouver où? Sur ta page Facebook et Instagram, j'imagine? C'est ça, c'est sûr que là, avec ma retraite de prix, je suis un peu moins présent sur les réseaux sociaux, mais j'ai un Facebook fanpage, là, Olivier Rochon. Puis sinon, Instagram, c'est à commercial Oli Rochon Ski. Sinon, ben, le Twitter, c'est le même, mais je vous avertis, Twitter, j'utilise plus ça. J'allais justement le supprimer, mais j'oublie toujours de le supprimer parce que j'oublie que j'ai un compte. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. Facebook, Instagram. Instagram. Olivier, écoute, merci pour tout ton temps. C'est vraiment génial. Tu es vraiment très généreux de ta part. C'est très généreux de ta part. Je te souhaite bonne chance dans ta nouvelle carrière. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de ton temps. Puis on va peut-être se revoir si je vais à Québec quand on va pouvoir. Ah, mais moi, je suis à Montréal. Ah, Montréal. Parfait. Encore plus proche. C'est pas trop loin. Mais c'est ça. Je vais rester dans l'Outaouais pour l'instant. Parfait. Merci, Olivier. C'est bon, merci. Bye.